Voilà, John Baez. Je pense qu'on aura dans quelques minutes l'occasion de parler de votre carrière et de ce défi. Mais j'aimerais, si vous voulez, parler un peu politique avec vous, car en fait, le téléspectateur qui aura suivi cette émission a pu s'apercevoir que la politique est très présente dans votre carrière, dans votre vie, dans votre action. Et alors, est-ce que vraiment vous croyez que la chanson politique est un moyen d'agir efficacement sur un plan politique, ou bien simplement d'aboutir à des choses ennuyeuses, comme le dit ce critique new-yorkais? J'allais dire que la première chose à dire, en fait, c'était plutôt j'ai été obligée de rire quand j'ai entendu Nat, parce que je suis d'accord avec lui en principe pour dire que les chansons contestataires sont plutôt ennuyeuses. Mais je crois que la chose la plus importante à dire, c'est que la musique, en tant que soit, la musique seule, à elle seule, ne suffit pas. Il faut qu'elle soit renforcée par un comportement humain, par les choses que vous faites au niveau politique ou au niveau social. Mais Sinon, s'il ça n'y a n'est pas qu'une chanson. incompatibilité, si j'ose dire, entre l'engagement politique et le monde de la chanson, le monde du show business, qui a quand même des règles très précises et qui n'aime pas les gens qui se marquent trop? Je crois qu'au fond, ça dépend un petit peu de l'époque, ça dépend du pays. Je suis sûre que pour l'instant, en tout cas aux États-Unis, les sociétés d'enregistrement de disques ne veulent pas du tout entendre parler des choses qui sont liées de façon très réaliste au changement politique ou autre. Vous pouvez écrire, par exemple, écrire une chanson punk qui dise des choses épouvantables, vous pouvez jurer, blasphémer, peu importe, mais parce que je crois que finalement, comme ces actions ne sont pas sérieuses, parce que ces personnes ne sont pas sérieux à propos de leur propre politique, ils ne représentent pas vraiment une menace. Ils vous donnent simplement un rythme, ils vous donnent parfois de la bonne musique, parfois de la bonne musique de rock, mais je ne crois pas qu'à l'époque, en tout cas aux États-Unis à l'heure actuelle, on réfléchisse, en tout cas les gens qui achètent ne s'y intéressent pas, donc les sociétés d'enregistrement de disques n'aiment pas que vous soyez politique, entre guillemets. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que le public américain est beaucoup plus conservateur, qu'il y a ce rejet de la chanson politique? Et je ne sais pas, par exemple, est-ce que les gens ont envie de rêver maintenant et qu'on ne leur parle pas de politique? Je crois que dans une certaine mesure, par exemple, la politique en Europe, par rapport à la vie des gens est beaucoup plus réelle, parce que le danger qui est toujours présent, et le plus grand exemple, par exemple, c'est le danger nucléaire qui est ressenti en Europe, alors qu'il n'est pas ressenti aux États-Unis. C'est d'ailleurs une combinaison assez intéressante pour les jeunes qui sont tout à fait gâtés en raison de tout l'univers technique dans lequel ils vivent, parce qu'ils ont un peu de trop de tout. Et en même temps, ils n'ont absolument rien qui leur fasse une impression, enfin qui les décide à agir. Alors vous avez par exemple notre ministère qui envoie des jeunes, enfin des troupes en Amérique centrale, et j'ai l'impression que les jeunes de 18 ans ne se sentiront pas concernés directement. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans l'Amérique de M. Reagan? J'entends par là, vous avez été un des personnages importants, j'allais dire, de l'Amérique des années 60 et de l'Amérique des années 70 au niveau de la chanson, l'Amérique Kennedy. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans une Amérique beaucoup plus conservatrice? Vous la rejetez? Vous vous sentez mal à l'aise? Eh bien, dans un certain sens, certaines des choses que j'ai vues, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ces films. Il y a j'aurais peut-être quelques remarques à faire, mais en fait, très peu. Et ces gens j'ai été rejetée par la gauche, ça c'est un nouveau fait. Avant, j'étais toujours rejetée par la droite. Et aux États-Unis, à l'heure actuelle, il est difficile de se sentir à l'aise, de se sentir bien. Parce qu'à la fin du film, d'ailleurs, vous disiez, est-ce que ma carrière continuera? Eh bien, je n'en sais rien. Je ne sais pas si je peux créer la musique que les sociétés de disques accepteront. S'ils veulent quelque chose que je ne peux pas accepter moi-même, ben, je ne pourrai pas le faire. Et c'est différent en Europe. En Europe, j'ai un très beau disque, ça m'intéresse beaucoup. Et pour certaines raisons, les jeunes achètent ces disques. C'est autre chose, je crois. Je crois d'ailleurs que votre question est assez valable. Je ne sais pas très bien ce que je ressens. En tout cas, maintenant, je dirais que je vis environ un tiers de l'année en Europe. Vous vous sentez mieux en Europe maintenant?
Parfois, parce que dans un certain sens, j'ai toujours eu l'impression d'être apatride, en quelque sorte. Dans un sens, je me sens européenne. C'est plus facile que de se sentir une Américaine, mais je préfère être citoyenne internationale. Bon, d'un point de vue technique, ce n'est pas possible, mais finalement, je crois que c'est ce que je ressens. Aux États-Unis, c'est difficile, parce qu'aux États-Unis, les gens ne reconnaissent pas qu'il existe autre chose. Mais le fait que, disons, vous ayez beaucoup moins de succès maintenant aux États-Unis, que, comme vous le dites, votre message passe mieux en Europe, est-ce que pas justement votre message politique ne passe plus aux États-Unis, que ce soit à gauche ou bien entendu à droite, mais que ça ne passe plus du tout votre message aux États-Unis, qu'on ne vous écoute plus politiquement? En fait, je crois qu'une des choses importantes que je devrais dire et qui explique peut-être un petit peu la deuxième partie de votre film, c'est que pendant les années où j'ai eu Gabriel, jusqu'à ce qu'il ait eu 12 ans, j'ai décidé de ne pas l'abandonner pour quelque chose qui finalement occuperait toute ma vie. Et parfois, j'ai un peu l'impression que cette décision, cette action politique ou cette emprise spirituelle n'a pas encore commencé. Peut-être que je me trompe, peut-être que cela ne se présentera jamais, mais j'ai l'impression qu'au fond, pendant toutes les années 60 et les années 70, toutes ces années ont été une préparation à ce que je pourrais faire. Je suis d'accord avec Ira et je comprends fort bien ce qu'il dit. C'est-à-dire que s'il y avait eu un mouvement dans lequel j'aurais pu m'engager comme Martin Luther King l'a fait, j'aurais été tuée. C'est ce qui arrive, c'est ce qui se passe pour les gens qui s'engagent. Et en fait, je n'étais pas prête à le faire pendant que j'étais mère. Et je suis d'accord aussi avec mon ex-mari. Je peux vraiment être pénible, en tout cas en tant qu'ex-femme. Tout à l'heure, on a vu beaucoup d'images des années 60, Woodstock, l'île de White, et on voyait cette génération des jeunes de l'époque qui avaient beaucoup d'espoir, beaucoup d'illusions, diront certains. On a l'impression maintenant que ces espoirs et que ces illusions sont mortes et que la génération actuelle des jeunes est beaucoup dépolitisée. Comment vous vivez cela? Comment vous réagissez à cela? Vous parlez des États-Unis, c'est bien ça? Bon, je crois que la clé se trouve d'ailleurs dans votre question. Ils étaient remplis d'illusions. Et je crois d'ailleurs qu'une des choses qui m'a sauvée, qui m'a permis de ne pas renoncer, bon, bien sûr, j'y suis passée par diverses étapes, par divers passages, mais je n'ai jamais renoncé. Vraiment, eh bien, je crois que c'est parce que je n'avais pas d'illusions. Je n'avais pas d'illusions à propos du gouvernement à Hanoï. C'était un gouvernement qui, par nature, est corrompu. Une fois de plus, il faut que nous posions la question, est-ce qu'on peut empêcher que nos gouvernements soient corrompus? Un petit peu. Les jeunes avaient quelque chose, il y a eu quelque chose qui les a touchés pendant les années 60, qui a touché leur famille également. Ils ont tous réagi. Et un grand nombre d'entre eux ont réagi de façon tout à fait intelligente et un grand nombre d'entre eux n'ont pas eu la patience de continuer à réagir de cette même manière, de réagir intelligemment, comme je le disais. Je dirais que maintenant, on recommence à s'intéresser sérieusement à la non-violence, pas simplement à la tactique, à la façon dont on se comporte pendant une marche. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas taper sur la tête de quelqu'un qui est en train de prendre des photos de vous? Mais je crois que la non-violence est la seule possibilité pour vivre dans un monde sain, un monde qui devient de plus en plus dangereux pour nous tous, ce monde fou dans lequel nous vivons. Vous êtes très attaché, vous l'avez montré dans le film et vous venez de le dire, très attaché à la non-violence ou au pacifisme, ne parlons peut-être pas des mots. Mais finalement, qu'a obtenu la non-violence au cours de ces 20 dernières années? Je ne sais pas, je vais vous poser une question brutale. Qu'aurait pu faire Gandhi face à Hitler? Que pourrait faire Gandhi face à une invasion soviétique ou américaine? Bon, d'accord. D'abord, voyons ce qu'a fait Gandhi. Et je crois qu'il est très important de ne pas négliger ce qu'a fait Gandhi. Gandhi lui-même a répondu à la question de nombreuses fois. La question posée à propos d'Hitler, d'ailleurs, il n'était pas entièrement pessimiste. Ce qu'il faut faire,
c'est voir les victoires déjà dans un concept à l'état d'embryon, le concept des mouvements de masse, de lutte avec la non-violence. Ce concept a commencé avec Gandhi pour la première fois dans l'histoire de millénaires de guerre. Pour la première fois, quelqu'un a dit « essayons de faire les choses autrement ». Il a fait partir les Britanniques de l'Inde et c'est pas mal. Et je crois que Luther King est finalement le seul autre exemple que nous ayons, mais au moins nous l'avons. Il a dit « les Noirs se sont levés, ils ont été acceptés en tant qu'êtres humains et nous n'allons pas taper sur qui que ce soit, nous allons accepter la souffrance ». Et c'est absolument extraordinaire ce que ce pouvoir a fait. La façon dont nous traduisons ces concepts dans les années 80 pour la jeunesse, aux États-Unis, partout pour le Tchad, l'Afghanistan, l'Union soviétique, la situation est presque intenable. Alors, nous avons pratiquement une plaisanterie à propos de la non-violence en disant que la non-violence, au fond, a été un échec énorme. La seule chose pendant toute l'histoire qui était un plus grand échec encore, eh bien, c'était l'organisation de la violence. Mais en Afghanistan, par exemple, vous citez cet exemple, est-ce que la non-violence aurait été une réponse à l'invasion soviétique? Vous voyez, moi, je vais prendre un exemple qui finalement est un exemple plus facile à comprendre. Je dirais par exemple que Fidel Castro, dans son Cuba, eh bien, si Mahatma Gandhi l'avait eu dans son école, enfin, s'il avait suivi Mahatma Gandhi plutôt que son équipe, eh bien, il aurait été un choix idéal en tant que leader non violent. Il est intelligent, il est drôle, il a le charisme et il a les gens, le peuple. Et dans tout ce que Huxley dit, c'est-à-dire que toutes les bonnes choses qui sortent des révolutions viennent malgré la violence. Eh bien, cela signifie pour moi qu'il faut absolument rejeter la violence et qu'il faut faire ces autres choses. Et ensuite, la réaction inévitable, c'est « oui, mais au fond, vous risquez de vous faire tuer ». Oui, mais personne ne se pose cette question dans les luttes armées. Personne ne considère que c'est un échec à la fin de 2 semaines si 2000 jeunes hommes et femmes sont morts, dans la mesure où ils avaient bien sûr des fusils. Et moi, je trouve que ça, c'est l'échec. Mais vous, parfois, jamais la violence n'a été aussi présente dans notre société, sur le plan mondial. Alors, il n'y a pas parfois un sentiment de désespérance, de désillusion, de vous dire finalement, je crois à une idée, mais finalement, peut-être qu'elle n'y arrivera jamais à se réaliser. Tant que j'ai toute ma tête pour dire que je crois dans cette idée, que j'agis en fonction de cette idée, mais que peut-être, ma foi, nous n'y arriverons pas, et en disant « je pense une espèce de paix mondiale amorphe ». Eh bien, tant que j'en suis consciente, ça va bien. Si je pense voir la paix mondiale de mon vivant, alors là, je crois vraiment que je me trompe. Je suis folle à ce moment-là. Non, il faut, je crois, introduire le concept de la non-violence. L'introduire, simplement. Et ma foi, on arrivera peut-être jusqu'à l'Holocauste, sans plus. Mais j'ai quand même un petit peu de distance, malgré ce que dit mon ex-mari, qui dit que je veux toujours avoir le contrôle et que je veux être le centre du monde. Je crois que si quelqu'un a un ego très fort, cela se passe. Mais d'autre part, je me rends parfaitement compte à quel point le rôle que quiconque d'entre nous peut jouer est absolument minuscule dans ce monde absolument fou dans lequel nous vivons. Je vais vous poser une dernière question politique, si j'ose dire. À plusieurs reprises dans le film, on vous voit chanter ou on vous entend « We shall overcome », nous vaincrons. Il y a 20 ans que vous le chantez et vous n'avez toujours pas, si j'ose dire, ou les idées que vous défendez n'ont toujours pas vaincu. Que ce soit le racisme, la misère, la guerre, peu importe. Alors là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un certain désespoir, une certaine désillusion? Est-ce que vous ne la chantez pas un peu par habitude? C'est vous qui insistez pour voir si je n'ai plus d'illusions, si je suis désespérée. Mais non, je vous dis que non, je n'avais pas d'illusions au départ. Et je dirais, maintenant, par exemple, j'étais, je crois, en Allemagne il y a 2 jours, dans 5000 personnes, des jeunes.
très jeunes d'ailleurs. Les gens de mon âge ne demandent pas que l'on chante « Nous vaincrons, we shall overcome ». Mais les jeunes de 15 à 22 ans insistent pour que je chante cette chanson-là. Ce qui d'ailleurs me place dans une situation assez intéressante. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent sûrement quelque chose. Ils veulent sûrement quelque chose qu'ils puissent faire et avec leur force, leur énergie. Et cela doit encore être découvert. Il faut le faire sortir, le révéler. Et je crois que d'un point de vue potentiel, cela existe également aux États-Unis. C'est plus évident en Europe maintenant, mais les enfants, mon propre enfant, 13 ans, est très intelligent. Il sait ce qu'il se passe. Et toutes ces ressources, au fond, sont très fortes. Elles sont en faveur de faire quelque chose, d'une action. Vous parlez des jeunes, parlons de musique. Les jeunes aiment une certaine musique qui n'est pas uniquement la musique, le folk song, la chanson populaire. Qu'est-ce que vous pensez de leur musique et comment vous réagissez face à cela? La première réaction à laquelle je pense, c'est justement à ce concert en Allemagne, où je me suis rendu compte que les jeunes, en fait, ne chantent pas dans un public. Ils écoutent du rock et au milieu d'une chanson, j'ai commencé à rire. J'ai éclaté de rire parce que c'était un petit peu comme si j'étais une maîtresse d'école. Au cours des années 60, nous, on chantait, tout le monde chantait ensemble. En fait, ça les amuse et puis ils commencent à chanter petit à petit. Mais en fait, c'est une nouvelle expérience pour eux. Maintenant, pour ce qui est de la musique qu'écoute mon fils, j'avoue que j'ai pas de lien. Il n'y a aucun raccordement pour moi. Je suis comme tous les parents du monde qui regardent les dernières choses qui sont sorties sur le marché et puis je dis, mon Dieu, comment est-ce que tu peux écouter ces horreurs? Et en fait, c'est ce que je ressens. J'aime la mélodie, j'aime la musique classique, j'aime ce qui me semble être une bonne qualité. Et je ne retrouve pas cela. Je vois des sensations de l'hystérie, une espèce de transport cosmique qui essaie de vous déplacer, de vous amener sur d'autres planètes. Et non seulement ce sont des choses que je n'aime pas, mais c'est des choses qui me font un peu peur pour les jeunes. L'irruption de cette nouvelle musique, si j'ose dire, cela ne vous amènerait pas, vous, à changer votre manière de chanter? Il y a des chanteurs qui s'adaptent. On les voit évoluer en fonction des goûts. Je crois que si je m'étais adaptée, eh bien, j'aurais sûrement sorti un disque maintenant aux États-Unis, mais ça fait 4 ans que je n'en ai pas sorti. Alors, je crois que cette musique, en fait, me donne simplement envie de chanter de la musique classique. Dans une certaine mesure, j'ai envie de redoubler d'efforts musicaux pour atteindre un niveau un peu plus élevé. Alors, si personne n'achète ces disques, ou si personne n'accepte d'enregistrer mes disques, ce que j'ai envie de faire. D'ailleurs, je suis prête à faire des expériences musicales, à apprendre à jouer du piano ou apprendre des gens qui jouent du violoncelle. Bon, alors il y a des choses qui se modifient dans ma carrière à l'heure actuelle, mais je ne peux pas faire ce genre de musique, ça ne m'intéresse pas. On parlait à la fin du film d'une certaine éclipse dans votre carrière maintenant, c'est-à-dire qu'effectivement, vous venez de le dire, il y a longtemps que vous n'aviez pas enregistré un disque. Est-ce que vous ressentez justement ce passage à vide dans votre carrière, particulièrement aux États-Unis? Et comment vous le ressentez, comment vous le vivez, vous, personnellement? Je crois qu'il y a beaucoup de chanteurs ou d'artistes de mon âge qui passent par la même phase, en même temps, au même moment. Alors, je ne me sens pas du tout seule. On va tous trouver quelque chose, je ne sais pas quoi. Pour certains, il n'y aura peut-être rien. Pour d'autres, ce sera de nouveau le succès, ou peut-être un mode de vie ou un style différent. Bien sûr, cela remet en question votre propre ego lorsqu'on se rend compte qu'il s'agit que c'est ce qui se passe. Ça fait mal. Ça fait mal à n'importe qui dans n'importe quelle profession lorsque vous êtes rejeté, lorsqu'on refuse votre travail. Mais ma deuxième réaction, c'est la barbe. Il faut absolument que je sois fidèle à moi-même. Et si cela signifie que je dois vivre différemment à un certain moment, d'accord, je le ferai. Je ne vais pas me teindre les cheveux en vert et puis mettre des bottes brillantes et commencer à chanter et à danser comme Mick Jagger. J'aurais l'air idiote. Il le fait bien, lui. Vous pensez qu'il
On pourrait vous poser la question brutalement. Vous pensez que vous chantez moins bien, que cela pourrait expliquer cette éclipse? Non, je ne crois pas que c'est cela. Je crois au contraire que ma voix est plus forte, elle est meilleure, c'est une voix différente, mais ce n'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir avec ma voix. Ça a à voir avec le fait que je suis un peu démodée dans un nouveau monde. Et comme on l'a d'ailleurs montré dans le film, que je n'ai pas fait attention à la musique. J'aurais pu peut-être m'y intéresser davantage, essayer de m'adapter et me rendre compte en même temps que je n'étais pas du tout prête à me changer, comme les sociétés de disques aimeraient que je le fasse. Mais en fait, la société en tant que telle m'intéresse plus. En fait, Ira et moi-même n'avons pas pu travailler pendant des années. Il vit en France, ça l'intéressait beaucoup. Maintenant, il retourne en Californie et nous allons travailler ensemble. J'ai un peu l'impression que ce qui viendra, ce que l'avenir me réserve, c'est un petit peu maintenant ou jamais. Peut-être que ce sera jamais. Mais au fond, l'impression que j'ai, c'est que j'ai été mis sur Terre pour faire quelque chose, pas pour moi-même uniquement. Bon, quelque chose pour moi aussi, c'est juste, comme vous le disiez, vous perdez un peu d'ailleurs de votre sentiment de culpabilité. Je vis dans un endroit superbe. Et bien sûr, mon fils est aussi élevé dans un endroit, il est peut-être un petit peu trop gâté dans l'endroit où il est élevé. Mais finalement, c'est un signe de mon destin. Je ne l'ai peut-être pas commencé, ou peut-être que si, j'ai commencé, mais ça n'est pas terminé. Si une compagnie de disques ou un impresario, quelqu'un vous disait il faut vraiment arrêter toute action politique, tout engagement politique, car vous êtes en train de porter tort à votre carrière, est-ce que la carrière passerait avant les idées politiques que vous cherchez à défendre? Oh non, parce qu'on m'a toujours dit ça. En fait, ça dépend. Au cours des années 60, non, ce n'était pas vrai, parce que pendant les années 60, ils en ont tiré profit. Par les disques avec Dylan, etc. Mais récemment, quelqu'un a suggéré que est venu vers moi et m'a dit, bon, qu'est-ce que ça vous ferait si vous étiez vraiment commercial? Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Il m'a répondu, pas de politique, vous vous concentrez uniquement sur ce disque. J'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, mais ce serait idiot, ce serait ridicule. Il n'y aurait plus d'âme, ce ne serait plus moi. Certains critiques disent parfois que vos chansons, la composition, les paroles de vos chansons sont moins bonnes qu'il y a quelques années, notamment à l'époque de Bob Dylan, et que vous n'avez pas retrouvé un parolier ou un compositeur de cette qualité. Est-ce que vous ressentez cela aussi? Vous voulez dire les chansons que je chante ou mes propres chansons? Je crois que l'interaction de ma vie avec la politique, parfois l'amour et la musique, était peut-être à son apogée auparavant, mais la question ne me touche pas simplement moi-même. Je crois que les personnes qui s'intéressent aux paroles, à la mélodie, à la création, eh bien, les choses ne sont pas extraordinaires à l'heure actuelle. Et comme ma façon d'écrire est peut-être moyenne, ce n'est pas quelque chose à publier. Mettons que la façon dont je rédige les textes n'est peut-être pas aussi bonne que la façon dont je chante. Je peux créer, bon, je peux entendre mieux les choses que certains, peut-être. Mais je sais que ces choses sont là. J'ai l'impression qu'elles existent autour de moi et que je n'ai pas suffisamment accordé d'attention. Et je recommence à le faire parce que j'aime la musique. Je n'ai pas du tout envie de chanter ces chansons contestataires très ennuyeuses. C'est très drôle ce qu'il a dit d'ailleurs. Et je trouve que c'est vrai. Je veux chanter de la musique belle, de la belle musique. Et vous allez consacrer plus d'importance à votre carrière? Je ne sais pas ce que ça veut dire, carrière. Ou à la part musicale de votre vie, disons. Oui, mais je le fais déjà. Le disque qui a été fait, bon d'accord, très rapidement en France et pour la France maintenant, il est en Allemagne. Je crois aussi qu'il arrive en Suisse. Eh bien, bon, nous l'avons réalisé très vite, mais c'était passionnant de le faire. C'était certaines des chansons que je n'avais pas encore enregistrées et en fait, ça m'intéresse beaucoup. Ça peut me passionner d'entrer dans un studio, d'enregistrer un disque, de faire une tournée, mais si tout d'un coup, si quelque chose m'appelait, qu'il soit équivalent à ce que l'on a présenté à propos de Grenada au Mississippi, eh bien, j'irai.
D'ailleurs, j'aimerais souligner que je ne suis jamais allée sans être invitée, parce que je crois que d'entrer sans être invitée, c'est très dangereux. Et l'autre chose que je veux corriger à propos du film, c'est que j'ai l'air de chanter dans les maisons, les villas richissimes de quelques millionnaires californiens. En fait, c'était vraiment pour il s'agissait vraiment d'un concert que j'ai donné pour mon propre groupe. Dans le film, à un certain moment, Humanitas. disons au début du film, vous évoquez quand vous étiez très jeune ce que représente pour vous de vous appeler la Vierge Marie, la Madone ou autre. Comment aujourd'hui vous vivez le fait d'être un peu un mythe, une star, comme on dit? Comment vous vivez ça dans votre vie personnelle et dans vos rapports avec les autres? I think that Je crois que finalement la chose la plus drôle, parce qu'il faut en faire une plaisanterie, c'est parce que ça existe. Alors, j'étais très modeste, en tout cas c'était mon impression. J'étais très modeste en tant que star, entre guillemets. Je ne me considère pas comme une star, comme une célébrité. Mais un de mes amis, qui est aussi d'ailleurs un chanteur, m'a dit que quand j'étais au supermarché, si quelqu'un ne m'avait pas remarqué au bout de 5 minutes, eh bien, je commençais à chanter très fort. Et j'étais absolument horrifiée. Mais c'était vrai. Et je crois que finalement, vous devenez quelque chose que les gens reconnaissent. Les gens vous reconnaissent, vous vous y habituez, c'est une partie de votre vie. Ça peut être d'ailleurs très sympathique. La seule chose qui est difficile parfois, c'est lorsque vous sentez tout à fait de mauvaise humeur, vous n'avez pas du tout envie de voir les gens, ils vous voient, bon, c'est difficile. Mais je ne crois pas que ce soit très difficile, plus difficile que les problèmes que tous les gens ont tous les jours. Ils ont, bon, un peu de bonheur, un peu de peine. Et peut-être que chez moi, au fond, j'ai eu des hauts et des bas plus marqués, je ne sais pas, mais certainement, lorsque vous êtes en face de 5 000, 7 000, 8 000 personnes dans une salle de concert, cela vous affecte à l'intérieur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon ex-mari disait que je suis difficile à vivre, c'est vrai. Oui, justement, une chose qui m'a frappé, c'est que lorsqu'on a préparé cette émission, lorsqu'on parle avec vous, lorsqu'on voit tous les extraits des concerts, de manifestations, vous avez l'air d'être un personnage extrêmement gentil, extrêmement souple, qui a des relations extrêmement faciles avec les autres. Et on a le sentiment, si on s'intéresse un tout petit peu à votre vie personnelle, que vous avez une vie personnelle plus difficile, une vie affective plus difficile, comme si vous aviez des rapports avec les autres plus difficiles dans votre vie personnelle. Je viens de lire à Newsweek, dans le Newsweek Time, Jackson Browne. Jackson Browne, en fait, a fait de la musique fascinante, merveilleuse pendant des années. Il impressionne les gens et il vient en fait de se séparer de sa deuxième femme qui était absolument charmante. Je crois que ça fait partie en fait de notre profession. Nous sommes traités comme des célébrités. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand nous avons ces 5000 personnes qui nous applaudissent, nous considérons que c'est ça, l'amour. Et nous avons tendance un petit peu à considérer l'amour individuel de façon très légère. Et un jour, c'est dur. C'est dur s'ils ne sont pas là. Alors, il faut trouver ce qui pourra combler cette lacune, ce vide. C'est tout à fait réel. Ce sont de bons amants, ce public. Vous n'avez pas une vie très compliquée avec eux parce que celui qui est le plus près de vous, il est au moins à 4 mètres. De votre jeunesse, que lorsque vous étiez une adolescente, vous aviez un peu un problème d'identité. Est-ce que vous l'avez toujours ou bien aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez parfaitement heureuse, parfaitement apaisée, parfaitement satisfaite? Je crois que si j'étais parfaitement heureuse et satisfaite, je serais complètement idiote. Franchement, dans ce monde, se trouver parfaitement heureux, satisfait, c'est plutôt un péché. Ce n'est pas un monde dont on peut être satisfait, ou dans lequel on peut être satisfait. Et je crois que je suis beaucoup plus sûre de moi pour ce qui est de mon identité. Bien sûr, quand il y a des changements, ça m'affecte. Quand je suis rejetée par une société d'enregistrement de disques, bien sûr, ça me choque. Bien sûr, vous êtes un peu mal à l'aise, les choses sont à l'envers, mais je crois que mon fond, ma base est assez sûre maintenant. Bien sûr, je suis contente de ne pas devoir repasser par mon adolescence. C'était des années très difficiles, peut-être un peu plus difficiles que celles que vivent des jeunes autour de moi, peut-être pas. Parce que vous étiez d'origine mexicaine ou bien pour des raisons familiales?
Je crois que ce que ma mère essayait de dire est juste... J'avais mes petits démons à l'intérieur qui me bousculaient beaucoup quand j'étais petite. Souvent, je me demande dans quelle mesure les jeunes, les petits ont des craintes épouvantables, des cauchemars la nuit dont ils ne parlent à personne, parce qu'en fait, moi, je n'en parle à personne. Et le fait d'être mexicaine, de vivre au sud de la Californie était aussi quelque chose qui me faisait me sentir encore plus petite, ce qui a rendu encore plus ridicule le saut dans la célébrité. Mais aujourd'hui, vous vous sentez mieux? Oui, absolument. Je me sens beaucoup plus forte. Et ce sentiment qui revient constamment, c'est que j'ai 41 ou 42. On disait 42 d'ailleurs. Je ne sais plus. Je ne me souviens plus du tout. Je ne sais plus si j'ai 41 ou 42 ans. Mais ma quarantaine sera très productive. En tout cas, c'est mon sentiment. Et de nouveau, je ne promets rien à personne, ni même à moi-même. Mais en fait, c'était beaucoup plus difficile pour moi pendant ma trentaine. Et à 40 ans, c'est peut-être parce que je n'ai plus peur d'atteindre la quarantaine. Mais quand j'avais 40 ans, voilà, quand j'ai eu 40 ans, je me suis rendu compte que j'étais toujours vivante, que ma voix était excellente et que j'avais encore beaucoup de plans. John Baez, nous arrivons au terme de cette émission. Je voudrais vous remercier d'être venu ici dans ce studio pour parler de votre destin, ou tout au moins des 40 premières années de votre destin, ou des 42 premières années de votre destin.